Donc merci à tous, merci à tous d'être ici. J'ai l'honneur cette année d'ouvrir la journée de ce Security Day pour démarrer la table ronde qui va suivre tout de suite derrière. On m'a demandé de faire très rapide pour rester dans les temps, donc je vais m'y appliquer. Je voulais vous remercier d'être présents, remercier d'avoir fait le déplacement, remercier nos partenaires, remercier également nos équipes. On espère que cette journée sera pour vous très intéressante, qu'elle va vous apporter, on va dire, toutes les nouveautés qu'on a voulu vous présenter avec nos partenaires. Vous puissiez participer aux différents ateliers. On a essayé cette année d'innover, d'aborder des sujets qui nous intéressent tous, en particulier l'IA et tout ce qui découle de l'IA dans nos différentes activités. Donc beaucoup d'ateliers. Cette année, on a souhaité également mettre en avant nos équipes internes, les équipes Monaco Digital Group. Elles ont un stand dédié au rez-de-chaussée. N'hésitez pas à aller les rencontrer, les challenger, partager avec eux. Ils sont là, ils sont tous très motivés pour vous rencontrer. Donc là, je vais laisser la main maintenant à cette table ronde. Je vais demander à chacun de venir se présenter. Donc Clément Domingo qui nous fera tout à l'heure une masterclass que je pense vous apprécierez tous. On a eu la chance de pouvoir y participer à Paris il y a quelques mois et ça a été un vrai succès. Donc Clément, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tout le monde. Sébastien Verger de Dell, CTO. Bonjour Sébastien. Bonjour Bruno. Ah, ça marche pas. Il faut faire on. Non? Bon. Nicolas Savides de NVIDIA. Bonjour à tous. Cyril Alexandre Pachon de l'école Hexagone. Bonjour à toutes et toutes. Bonjour. Vincent Perrin, IBM. Bonjour. Et Ashley Muston, Monaco Cybersécurité. Et je vais vous laisser la main. Merci Bruno. Merci. Bonjour, rebonjour à tout le monde. En attendant que nos micros fonctionnent, on va prendre 40-45 minutes. On a déjà 6 minutes de retard, mais on va quand même tenter de rattraper ce temps pour parler d'un sujet assez central aujourd'hui. Je pense que même lorsqu'on va voir notre épicier ou même au marché, les gens là-bas, ils ont entendu parler d'intelligence artificielle. À la fois, c'est un mot valise où il y a tout et n'importe quoi. On va tenter aujourd'hui de venir un peu derrière ce mot-là en parlant des défis et surtout de sécurité numérique lors de ces différents événements d'envergure, dont entre autres celui que l'on va accueillir chez nous ici en France dans quelques jours, que sont les Jeux Olympiques. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, Bruno a commencé à introduire, mais moi j'aimerais aussi vous introduire différemment nos différents panélistes d'exception, en commençant par Sébastien. Je ne sais pas si vous le savez, mais Sébastien, lui, il est autonome, il cultive absolument tous ses légumes, donc tout ce qu'il y a dans son assiette, avec 99,99%, vient de ton jardin. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc il y a peut-être un lien aussi avec la cybersécurité ou pas. On a aussi Vincent de chez IBM. Ce qui est très intéressant avec Vincent, ce que j'ai appris, c'est qu'il était moniteur de plongée. Je ne sais pas si certains d'entre vous font de la plongée. Et devinez un peu son record, il descend quand même jusqu'à 40 mètres. Assez impressionné par ça. Nicolas, du côté de chez NVIDIA, lui, son dada, autre que la cyber, c'est de faire de la photo. Et avec des 85 mm, je ne sais pas si certains d'entre vous font un peu de la photo, avec surtout dernièrement un objectif qui ouvre à 1.8. 1.8, ça commence à être de très bons objectifs. Après, il y en a certains qui descendent encore un peu moins, mais il n'a pas encore franchi le pas de commencer à publier ses différentes œuvres. Peut-être qu'il le fera un jour, Nicolas. Le docteur Pachon, qui lui, au niveau de l'école Hexagone, l'idée, ce que aime faire le docteur Pachon, lui, c'est plutôt de se perdre dans la montagne et de récupérer les champignons, vénéneux ou pas. Il y a peut-être aussi un lien avec ce qu'il fait au quotidien à l'école Hexagone. Et pour terminer, Ashley, qui est avec nous, lui, j'ai bien aimé, et puis j'ai tenté de le redéfinir comme étant un père aux familles, parce qu'on parle beaucoup des mères aux familles, et on ne parle pas des pères aux familles. Donc Ashley, lui, son gros dada, c'est d'être père aux familles. Et
Voilà, une fois que l'on a dit tout ça, messieurs, comme je disais, sans plus tarder, je vais commencer d'ailleurs par le docteur Pachon. J'aimerais bien que vous puissiez nous définir simplement autour de l'IA, le contexte, le marché, vraiment la vision et surtout côté aussi de l'école Hexagone. Très bien, merci. Alors, oui, la vision... oui. La vision à l'école Hexagone, c'est vrai que nous, on est plutôt des fabricants, des makers. Donc, on va partir de la donnée et de protéger cette donnée. C'est toujours un petit peu l'ère du temps, de comment récupérer, de stocker, de vouloir utiliser cette donnée. Puis ensuite, on va essayer dans tous les processus, qu'ils soient cybersécurité, qu'ils soient architecture, qu'ils soient logiciel, qu'ils soient matériel, de voir un peu l'automatisation de ce que l'on va faire avec cette donnée-là et avoir des prédictions. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est plutôt des intelligences que vous avez peut-être entendues qui s'appellent les intelligences génératives. Et donc, à partir des différentes données, on va automatiser un processus pour qu'ensuite elle puisse répondre à un certain nombre de questions. Donc, on est toujours un peu sur le même modèle, qu'elle soit logiciel ou matériel. Aujourd'hui, on est plus avancé sur le logiciel, mais on n'arrive encore pas à travailler sans matériel. Donc ça veut dire que les deux doivent travailler en concert et avoir la même vitesse. On a toujours un tout petit peu plus de rapidité au niveau du logiciel que de l'architecture, pas au niveau de la faisabilité, mais parce qu'il y a peut-être un peu plus de développeurs que d'architectes. Ça, c'est vrai. Et il y a une tendance aussi, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent l'intelligence sans le savoir. Parce que la définition même que l'on donnerait, nous, en automatisation à l'école, c'est discrétion, serviabilité et sécurité. Donc il faut que ces intelligences soient au service des métiers, au service de la personne, au service des utilisateurs, sans pour autant être invasives. Et c'est vrai que dans les processus d'automatisation que l'on a au niveau des entreprises, on a déjà aussi la partie formation. Savoir utiliser les outils d'aujourd'hui, comment les implanter, comment augmenter un peu cette réalité que l'on détient avec tous les procédés que vous allez vous mettre en place, les audits au niveau des entreprises, au niveau des employés, pour pouvoir leur dire voilà, telle tâche ou tel élément va vous permettre d'accélérer du temps ou de sécuriser ou d'avoir un résultat assez probant. Et derrière, eh bien, tous les architectes vont pouvoir aussi se caler à ça, parce que plus il y a de formés, plus il y a de personnes qui vont travailler avec. Et donc, on a besoin d'une grande quantité de données et une grande quantité de calculs et de faisabilité ou d'apprentissage automatique. Et c'est vrai que le matériel, un petit peu avant, je dirais il y a 6 mois, 1 an de cela, la donnée, elle était très, très peu utilisée. Aujourd'hui, elle est de plus en plus utilisée. Et donc, on va avoir ces problématiques de matériel et de sécurité. Excellent, on y reviendra un peu plus tard avec nos autres panélistes. Là, je vais te passer la parole un peu, Ashley. J'imagine ici que dans l'audience, dans la salle, beaucoup d'entre vous ont des clients, voire même vous-même utilisez de plus en plus l'IA, de plus en plus de demandes. Du côté un peu de Monaco Digital, Ashley, aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour répondre un peu à ces besoins-là, à la fois de tes clients? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Docteur Pachon évoquait 2-3 points. Comment ça se passe chez Monaco Digital? Moi, chez Monaco Digital, ça va faire presque 1 an qu'on a entamé une transformation digitale AI, dans laquelle, sponsorisée par la direction, sur laquelle on avait nommé plusieurs champions au sein du groupe. Ensuite de ça, au niveau de chaque service, on a entamé des plans de formation vis-à-vis de cette nouvelle tendance à travers tous nos services. Et on s'est concentré sur certains services spécifiques qui vont être vraiment impactés vis-à-vis de l'AI et ces nouvelles innovations, pour les spécialiser, pour qu'ils soient prêts à amener des services supplémentaires pour nos clients. Mais ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on s'est mis nous-mêmes en étant les bêta-testeurs. Donc on a lancé plusieurs projets au sein de l'entreprise, notamment pour notre service RH et puis pour notre service support, pour bien tester, maîtriser les technologies en amont avant d'offrir ça aux clients. Et aujourd'hui, on est bien en train de travailler avec des clients
des petits clients, des clients de plus de 10 employés jusqu'à 10 000 employés pour leur assister dans leur transformation digitale. Et un point très important, on était beaucoup assistés par nos partenaires qui nous ont fourni beaucoup d'informations et de connaissances à ce sujet. Voilà. Très bien, tu le disais, et puis tu as commencé un peu à l'évoquer, côté RH, côté aussi support. Est-ce que ça passe, par exemple, typiquement un peu par des chatbots? Est-ce que ça passe un peu par une web app pour leur permettre, par exemple, d'être encore beaucoup plus efficients sur les données qu'ils ont? Oui, on a initié surtout avec des chatbox côté RH pour assister les personnels, surtout du technologie grecque. Comme ça, les employés de l'entreprise, à la fois, ils peuvent découvrir des réponses vis-à-vis des questions qu'ils en ont besoin côté RH, mais aussi, comme ça, les RH, ça touche tous les employés d'une entreprise, ça les permet à tous les employés de prendre connaissance de ces nouvelles technologies et s'entraîner avec. Excellent. Là, j'aimerais un peu m'adresser à vous trois autres, que ce soit Vincent, Nicolas et Sébastien. On va commencer par Nicolas. Aujourd'hui, quand même, vraiment, ce socle-là technologique, il est extrêmement présent. Comment on fait pour adapter ces différentes technologies et surtout l'IA, par exemple un peu avec Monaco Digital, parce qu'il me semble que vous êtes tous les trois partenaires. Donc on va commencer avec toi, Nicolas. Oui, effectivement. Donc chez NVIDIA, on va fournir une plateforme complète pour le déploiement de solutions d'intelligence artificielle. Alors évidemment, nos GPU, mais ce n'est qu'une partie de ce stack. On a toute une partie software qui est extrêmement importante, qui aide à déployer, à passer en production sur toutes les solutions d'IA, de l'IA générative à tous les autres sujets d'intelligence artificielle. Mais effectivement, ce qu'on fournit, c'est des frameworks, c'est des librairies, c'est des briques qui ont besoin d'être intégrés dans les règles de l'art, avec du hardware de nos partenaires OEM, avec le savoir-faire de Monaco Digital quand il s'agit de mettre en place une solution complète qui va répondre aux besoins métiers du client. Il n'y a aujourd'hui pas de solution qui va sortir de façon magique, répondre aux besoins. Il y a une connaissance importante et un travail important à faire par l'intégrateur pour l'adapter aux besoins de chaque client. Très bien, là vous êtes vraiment de concert, aussi bien Vincent et Sébastien. Si vous voulez rajouter, j'aimerais bien aussi... Bien sûr. Bonjour à tous. Ça y est, le micro marche. Il marche. Ah bah non, c'est celui de Nicolas, donc tu n'as pas testé. Donc bien sûr, alors ce que vous attendez de Dell, on va vous l'emmener, c'est-à-dire des infrastructures serveurs, des infrastructures réseau, avec des réseaux bien spécifiques, des réseaux à très haute vitesse, qui sont d'ailleurs les mêmes que ceux qu'on utilise dans le calcul scientifique, dans le calcul massivement parallèle, qui est très proche finalement dans sa définition de ce qu'on fait dans l'IA. Il faut bien sûr du stockage pour stocker ces immenses masses de données qui sont nécessaires pour pouvoir faire de l'IA. Et puis, il ne faut pas oublier l'utilisateur, le post-utilisateur. Je sais que tu veux revenir là-dessus, Sax, mais clairement, de plus en plus, les process d'IA vont fonctionner évidemment sur ces monstres de technologie qu'on va trouver dans les data centers, mais aussi sur le PC de chacun d'entre vous. Alors, il y a quelques utilisateurs un peu spécifiques qui sont les data analysts et les data scientists qui vont avoir des stations de travail dans lesquelles on va déjà commencer à trouver des cartes GPU qui vont permettre des manipulations avancées de données, mais l'utilisateur que vous êtes tous aura dans les mains d'ici quelques jours pour les plus chanceux, mois pour les moins chanceux et années pour les retardataires, des PC équipés des nouveaux processeurs qui, eux, vont emmener donc, ces capacités de traitement d'intelligence artificielle, parce qu'ils contiennent un petit chip complémentaire. C'est très intéressant que tu parles de ça, parce qu'apparemment, du côté de chez NVIDIA avec Nicolas, le futur serait aux ordinateurs intelligents, aux ordinateurs avec une puce. D'ailleurs, mythe ou réalité? Bon, je pense qu'il y a encore du progrès à faire sur l'IA des micros, mais totalement réalité. En fait, l'IA est déjà dans beaucoup de PC. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle sont joueurs, mais si vous jouez avec les dernières cartes NVIDIA, vous avez à peu près 8 pixels sur 9 qui sont générés par IA, en faisant de l'upscaling, en faisant du ray tracing, etc. Mais on augmente les performances par IA. Et puis, on est en train d'apporter toute la partie IA générative sur les PC. Il y a différentes façons de le faire, mais nous, on met à disposition quelque chose qui s'appelle Chat with RTX. Donc, si vous avez un PC avec un GPU NVIDIA, testez Chat with RTX, ça installe un LLM en local. Vous avez le choix entre plusieurs, mais prenez Mistral, ça prendra un modèle français, c'est toujours sympa. Et ça vous permet effectivement directement d'indexer le contenu de votre PC, de chatter, de pouvoir en direct analyser et discuter avec
avec un modèle d'IA directement sur votre PC. Excellent. On reviendra vraiment tout à l'heure un peu sur le côté PC. J'aurai quelques questions. Mais à ton tour, j'aimerais bien aussi t'entendre, s'il te plaît, Vincent. Comment chez IBM, tu viens un peu te plugger à tout ça et surtout avec des partenaires comme Monaco Digital, faire le lien? Ça se passe comment? On va être vraiment le lien entre l'intégrateur et la plateforme technologique pour accompagner les clients sur un credo qui, moi, m'est fort. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. On fait fondamentalement de l'IA pour couvrir des besoins métiers. Et comment amener ces capacités-là de manière simple auprès des différentes lignes métiers pour pouvoir changer leur quotidien, augmenter leur productivité, simplifier. Tu parlais de chat with RTX. Imaginez la même chose dans une approche, tout le SI ouvert aux collaborateurs, soit dans des approches RH, soit dans des approches métiers, type supply chain et autres. Donc on fournit toutes les plateformes technologiques qui vont permettre de manière simple d'exploiter en confiance, et on reviendra, alors le thème ici est un peu la sécurité, mais on reviendra sur le thème qui, moi, m'est cher également, la notion de confiance en l'IA, j'utilise ces technologies-là sur mes propres données, potentiellement pour un certain nombre de cas dans des approches très souveraines, mais en amenant cette facilité d'usage auprès du collaborateur, voire du client, parce que l'idée c'est aussi potentiellement de sortir des frontières de l'entreprise et de fournir ces expériences-là, soit dans des approches conversationnelles, soit dans d'autres approches sur des interfaces web qui font sens. Ok, première partie, on a tenté de poser le cadre avec différentes choses. Ça va quand même assez loin de la discrétion, d'ailleurs l'IA discrétionnaire, de l'IA générative, forte, faible, même si on n'a pas forcément abordé ça, différents intégrateurs, différents providers, vraiment personnes qui vont donner tout ça. Aujourd'hui, il y a quand même un contexte, je pense que tout le monde ici a pu le voir au travers des différentes événements qui se sont passés dernièrement en France. Il y a ce contexte quand même des JO qui est, je pense, lorsqu'on est un peu dans la cybersécurité, il y a deux approches. Soit on est totalement flippé par ce qui va arriver, avec vraiment ce chiffre-là dont on entend parler de plus en plus, pas loin de 4 milliards de cyberattaques qui pourraient déferler sur les Jeux Olympiques, beaucoup plus que ce soit à Tokyo, où il me semblait que c'était 350 millions dernièrement quand je préparais la table ronde, mais aussi pour d'autres sujets. On a aussi un événement qui s'est passé, et ça j'aimerais, et ça en tout cas je souhaitais beaucoup revenir là-dessus, c'est que le 9 juin dernier, qu'on le veuille ou pas, il y a eu cette annonce-là, même si on ne fait pas de politique, mais il me semble que c'est très important d'en parler, qui a fait que dans les jours qui ont suivi, si certains suivent de près ou de loin l'actualité, il y a eu sur certains groupes, sur certaines parties du dark web ou autres, tout un tas d'attaques. Et donc aujourd'hui, comment on se prépare par rapport à ça? Quels sont les risques? Et donc, Ashley, suivant un peu ce contexte-là, comment l'IA pourrait être utilisée comme surface d'attaque ou de défense côté Monaco Digital, mais de manière générale. D'accord, ok. Ouais, je sais. Voilà un peu aujourd'hui où on en est. D'accord, ok. Ok. Au sein de l'équipe, nous avons des experts en test d'intrusion. Et je peux le dire, depuis 1 an et demi, quand ils vont se lancer en attaque contre certaines entreprises et ils tombent contre une nouvelle technologie qui implémente l'AI, la mission y passe mal. On n'arrive pas à passer par les portes d'entrée standard, donc on ne doit pas y passer. Donc, vis-à-vis de la défense du système, d'une première côté, l'AI, ça protège beaucoup mieux les entreprises. Et aussi, de l'autre côté, notre exemple de défense, moi-même, je suis certifié en tant que forensic, et je sais que durant les investigations, il fallait décrire le linéaire de ce qui s'est passé. Avant ces investigations, ça prenait 4 jours, peut-être 4 heures jusqu'à 2 jours pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, on peut prendre les mêmes informations, faire un peu de prompt tuning, injecter ça dans un LLM et on a une vision de ce qui s'est passé pratiquement en temps réel. Donc, vis-à-vis de la défense en investigation, ça nous aide énormément. Maintenant, côté offensif, comme je disais, nous aussi, on a des équipes en test d'intrusion et nous, on est en train de s'armer avec les mêmes technologies que les hackers. Donc, on est en train d'utiliser l'AI pour nos attaques aussi. Donc, excellent. Je vais essayer, si je peux me permettre, de rajouter quelque chose. Et puis après, je vais vous demander très sommairement, qu'est-ce que vous, 4, pourriez aussi voir sur ce côté-là. Ce n'était pas prévu, mais j'aimerais bien avoir votre point. Aujourd'hui, lorsqu'on parle un peu d'IA, moi, je passe le clair de mon temps
dans pas mal de groupes, certains qui sont assez dégueulasses. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas si je parle un peu de Agent AI, est-ce que ça parle à certains d'entre vous dans la salle? À qui ça parle? Agent AI, ok, une personne. Moi, c'est un peu la chose que je redoute le plus. Aujourd'hui, on connaît un peu les IA de base, on connaît un peu les LLM, enfin LLM ensuite qui va devenir une IA. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance qui se fait, surtout dans les milieux cybercriminels. Pareil aussi, de manière générale, on peut prendre des LLM très spécifiques et leur faire des tâches assez particulières. Par exemple, on pourrait avoir juste un agent qui va venir se plugger sur un système et vraiment avec derrière un peu soit du text-to-speech ou du write-to-speech, lui dire bah vas-y, quelle a été la dernière fois où le système a été mis à jour, quel est un peu l'état du système, et ça va quand même beaucoup plus loin. Tout à l'heure, tu le disais, hein, sur le côté pentest, quand tu vas devoir dérouler soit des playbooks, tu n'as plus besoin de le faire. Et ça va être terrible, et dans certains groupes, ils commencent à le faire de plus en plus. Pareil aussi, si on revient un peu dans notre contexte IA Jeux Olympiques, un des plus gros défis, ce serait demain de venir certifier rapidement est-ce qu'une vidéo qui va devenir virale est vraie ou pas. Est-ce que lorsqu'on va voir un système qui va être attaqué, quelle est la véracité de tout ça? Donc le spectre des attaques va être multiple, et à nous autres qui sommes dans la technologie de devoir un peu expliquer ça et venir parfois séparer vraiment le bon gré de l'ivraie. Si tu as un point à ajouter spécifiquement sur les géos. C'était pas prévu, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Non, mais fondamentalement, effectivement, l'IA change complètement la donne. Et comme l'a dit Ashley, à la fois pour les attaquants, qui utilisent de plus en plus l'IA, tu parlais des agents IA et autres, parce que on est dans une approche où on va être capable de tester de manière extrêmement rapide un système et voir si on peut le pénétrer, et rien n'est mieux que l'intelligence artificielle pour faire ça. Mais ce qu'on voit aussi, et nous en tant qu'acteurs qui fournissons des solutions autour de la cybersécurité, c'est en les augmentant par de l'IA, on permet de faire un élément qui est fondamental. Il y a encore quelques années, on disait l'humain doit toujours être en contrôle de la décision prise par une intelligence artificielle. Et c'était le credo, et c'est fondamentalement toujours le credo. Toutefois, dans un certain nombre de cas d'usage, et la cybersécurité en est imparfait, là, il faut être capable d'automatiser toute la chaîne. Parce que si je commence à devoir demander à un humain, voilà, j'ai remonté d'un certain nombre de signaux faibles de pénétration sur mon système qui a potentiellement une attaque cyber, et ça serait bien d'arrêter tel ou tel sous-système ou de faire telle ou telle action, le temps que l'humain intègre cette information et réalise et fait l'action, l'attaque est finie, les disques sont chiffrés, le système est tombé. Alors que si on est capable d'automatiser tout ça, et encore augmenté aujourd'hui par de l'IA générative, qui ne sert pas qu'à faire du texte humain, mais qui va aussi être capable d'écrire du code, et donc potentiellement de modifier des systèmes, tu parlais de Playbook par exemple, on va être capable d'automatiser toute la chaîne, potentiellement sans alerter l'humain, ou potentiellement uniquement en l'alertant dans l'approche de forensique ou d'analyse du système, pour faire du retour d'expérience. Et donc c'est vraiment Alors oui, ça a un impact sur les attaques, mais ça a aussi un impact fondamental sur la défense, et on va avoir, selon moi, des systèmes qui vont être de plus en plus robustes par l'usage de l'intelligence artificielle. Mais il faut le faire dès maintenant, parce que les attaquants vont très très rapidement et exploitent ce filon. Sébastien, Nicolas, Dr Pachon, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est pas obligé, mais... Alors moi, je vais rajouter un petit peu, je vais faire un parallèle qu'on faisait il y a une vingtaine d'années quand on faisait de l'automatisation, on faisait ce qu'on appelle du test de conformité et du test de robustesse. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on parle de conformité, on avait une automatisation où tout était préfet et fermé. Donc on avait des éléments qui étaient fermés. Et donc quand on a commencé les travaux à faire du test de robustesse, on parlait d'aléas. Et on essayait de définir qu'est-ce qu'est un aléa. Aujourd'hui, on va parler de cyberattaque. Donc globalement, ce que l'on faisait, nous, quand on était sur de l'automatisation avec des systèmes un tout petit peu plus faibles en données, on peut le reproduire aujourd'hui en disant les intelligences artificielles, si elles sont bien apprises et bien programmées, elles seront conformes à la demande. Donc il y a très peu de chances qu'elles fassent d'erreurs. Par contre, après, derrière, on va rajouter un élément de robustesse, et ce qu'on appelle la cyberattaque aujourd'hui en présence d'aléas. Très bien. Non, pas mieux. Ouais, moi, ouais. À vous, monsieur Sébastien. Alors, je vais faire un parallèle avec les JO. En fait, je vais parler du dopage et de l'antidopage, parce que c'est exactement le même parallèle. Et force est de constater que dans le dopage et l'antidopage, ceux qui ont un coup d'avance, c'est les sportifs qui se dopent. Et l'antidopage court après, court derrière. Et en fait, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on se réjouit, chacun d'entre nous, de ce que l'IA peut nous apporter pour permettre de mieux détecter, de répondre plus rapidement aux attaques.
mais c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire que ceux qui se réjouissent le plus de ce que l'IA peut leur apporter, c'est les grands méchants, qui aujourd'hui se frottent les mains de ce que l'IA peut leur apporter pour emmener des attaques toujours plus sophistiquées, toujours plus rapides, toujours plus profondes dans l'intrusion. Donc ne nous réjouissons pas trop de ce que ces nouveaux outils peuvent apporter. Et on aime bien toujours dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Donc profitons d'un très vieux pot que j'espère chacun d'entre vous a mis en place sur son IT, qui est le pot de miel, Honeypot en anglais. Je vous rappelle le principe, hein, vous mettez quelque chose qui est un vrai appât, un truc qui clignote, un serveur qui s'appelle sécurité ou rapport annuel ou finance, etc. Et ce serveur, il n'y a rien dessus. Et en fait, concrètement, c'est une non-technologie fantastique parce qu'elle ne vous coûte absolument rien. Vous créez un serveur virtuel, vous lui donnez un nom un peu alléchant pour les grands méchants, et vous mettez juste un petit sniffer dessus qui va clignoter en rouge à partir du moment où quelqu'un vient ne serait-ce que pinguer ce serveur. Donc ça marche pour un serveur, ça marche pour un compte utilisateur que vous appelez, j'en sais rien, admin, sécurité, peu importe. Et voilà, c'est de la non-technologie, c'est d'une efficacité redoutable. Et en fait, l'attaquant, il va arriver à quelque chose d'ultra sophistiqué, et l'une des premières cibles que cette chose ultra sophistiquée que vous ne pourrez pas détecter va aller taper, c'est votre Honeypot. Et là, vous saurez que vous avez un intrus, et là, vous pourrez agir. Donc oui, mettez en place les trucs super sophistiqués qu'on est tous capables de vous fournir, mais mettez un vieux pot de miel, vous allez voir, c'est fantastique. Je pense que j'ai bien fait de les faire intervenir. Françoise, Bruno, Christopher, je ne sais pas si Margot et Léonore sont dans la salle. Je pense que là, on a un verbatim, le dopage. Ceux qui en parlent le mieux, ce sont les sportifs qui se dopent. Et donc forcément, les cyberattaques et l'IA, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les attaquants. Ça, je retiens. Merci pour ce verbatim. On va passer à la deuxième phase de cette table ronde. On va revenir un tout petit peu, toujours avant de repartir dans le côté technique. J'aime bien que l'on puisse partager toujours ensemble le même référentiel. Et pour ce faire, Dr Pachon, j'aimerais bien vous lumière sur, aujourd'hui, on va parler quand même d'IA de confiance. D'ailleurs, qu'est-ce que pourrait être une IA de confiance? Je sais que Vincent aussi, ça lui tient énormément à cœur, son mauvais jeu de mots, et quid aussi un peu de la private IA. Est-ce qu'il y a en fait une IA responsable ou pas responsable? Est-ce qu'on pourrait avoir en fait une IA maîtrisée, pas maîtrisée? Au regard aujourd'hui de cette accélération-là sans continu, est-ce qu'on peut vraiment avoir ça? Donc je pense que vous l'avez compris, il n'y a pas d'intelligence artificielle aujourd'hui sans données. Donc c'est la donnée qui est aujourd'hui la meilleure confiance que l'on peut apporter, déjà sur sa protection ou sur sa compréhension. On parle aujourd'hui d'hallucination d'intelligence artificielle. Quel est le premier ingrédient pour coller du fromage sur une pizza? L'IA dira de la glu. Et c'est ça un peu cette difficulté-là, c'est qu'on a aussi un droit de protection intellectuelle aussi sur cette donnée. Donc il faut obligatoirement que toutes les données que l'on conserve, que l'on ait, on ait des droits, des vrais droits dessus et des vrais droits de protection. Et c'est cette confiance qui va être donnée. Soit ça va être une confiance interne au niveau des entreprises parce qu'on sait qu'on a la possibilité de les utiliser, soit c'est une confiance aussi du client parce que c'est vrai que derrière, si cette donnée-là est garantie, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser et d'avoir un résultat. Et après, les modèles d'apprentissage resteront toujours de l'automatisation. Alors, on a tendance aujourd'hui à dire que c'est plutôt des chatbots, des robots, où on va ici garantir la rapidité, la discrétion, la vélocité, donc différents éléments. Donc tout ça, le matériel va nous l'apporter, mais c'est la donnée aujourd'hui qu'il va falloir rendre confiante pour tous. Merci. Vincent, je sais que ce sujet-là aussi... tu le défends énormément. Comment, du côté de chez IBM, tu vas un peu venir assurer cette gouvernance-là, voire de la confiance derrière? Alors, tu t'expliques un terme fondamental qui est la gouvernance. Il y a encore quelques années, et encore maintenant, je pense que c'est encore fondamental, on parlait de gouvernance de la donnée, être capable de tracer sa donnée, d'amener cette confiance sur la donnée, d'amener un lineage sur la donnée, d'où provient la donnée, comment elle a été modifiée, la permettre pour des questions de cybersécurité, d'en donner l'accès qu'à certaines personnes, qu'à certains pans de cette donnée-là. Dans l'intelligence artificielle, on a la même thématique. C'est comment je vais être capable de gouverner, comment je vais être capable d'amener et de construire la confiance, parce qu'elle ne se décrète pas en disant il faut que vous ayez confiance dans tel ou tel modèle ou dans telle ou telle décision proposée par telle ou telle intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou qu'elle soit prédictive, traditionnelle, si on utilise d'autres verbiages.
pour que les utilisateurs en fassent sienne et l'utilisent. J'ai vu ces dernières années énormément de magnifiques projets d'intelligence artificielle en France échouer, non pas parce qu'ils ne fonctionnaient pas, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas les passer à l'échelle, il y en a beaucoup qu'on n'a pas réussi à passer à l'échelle, mais parce que les utilisateurs ne souhaitaient pas les adopter, parce que les intelligences artificielles proposaient des choses qui étaient antagonistes par rapport à ce qu'ils pensaient eux-mêmes ou pas. Donc c'est comment j'amène cette gouvernance. Elle vient de deux éléments. Un, la méthodologie. C'est implémenter les bonnes approches sur la donnée, sur les algorithmes, sur la transparence de ces éléments-là. Et deux, comment j'amène toute la partie monitoring et auditing de ça, en complément de ce qu'oblige un certain nombre de législations, l'AI Act qui vient d'être ratifié, mais des choses beaucoup plus verticalisées. Ça tombe bien que tu parles de ça. J'aimerais aussi un peu si tu peux faire une petite parenthèse. Est-ce que d'ailleurs ce AI Act-là, demain, il va obliger les entreprises, aussi bien utilisatrices, mais aussi les fournisseurs, et en quoi ça pourra changer un tout petit peu la donne? Alors, il ne va pas fondamentalement changer la donne sur les fournisseurs. Ce qui est intéressant sur l'AI Act, c'est l'approche qui a été prise, qui est non pas une approche sur la technologie, mais sur le risque. Il faut bien considérer que l'intelligence artificielle, alors même si on n'a pas défini fondamentalement ce que c'était dans cette table ronde, c'est avant tout un outil, c'est avant tout une technologie. Et comme tout outil, c'est l'usage qui est important. Si je prends le parallèle avec un marteau, ça enfonce des clous, ça c'est le côté positif, puis ça enfonce des têtes. Ça, c'est le côté potentiellement négatif. Donc, tout dépend de ce que vous en faites. L'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, c'est la même approche. Donc, ce qui a été défini dans les AI Act, c'est des niveaux de risque en fonction du cas d'usage. Donc, on repart du cas d'usage. À quoi cette solution à base d'intelligence artificielle va servir? Et suivant le cas d'usage, je vais avoir différents niveaux de risque qui vont de l'interdiction à potentiellement une simple déclaration auprès des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant dans cette dynamique-là et qui drive un peu cette gouvernance et qui oblige les organisations qui vont implémenter ces cas d'usage à amener le bon niveau de gouvernance sur celle-ci. Merci. L'infrastructure encore et toujours. Sébastien, comment, du côté vraiment de chez Dell, tu vas venir assurer vraiment cette sécurité-là, aussi bien de l'infra, mais aussi un peu de composants comme du NPU par exemple? En fait, il faut comprendre que je vais le faire à deux niveaux. On va le faire d'un côté directement de manière intrinsèque dans la machine. En fait, aujourd'hui, le risque majeur qui existe, c'est que la machine, qu'on parle d'un poste client, qu'on parle d'une baie de stockage ou qu'on parle d'un serveur, soit altérée dans son intégrité matérielle entre le moment où elle part de chez l'intégrateur qui va préparer pour mettre en place sur un site et le moment où elle arrive sur le site. Et évidemment, ce risque, il est décuplé quand on parle de grands événements comme les JO ou autres, où le nombre de sites à équiper, puisque chaque site olympique va être équipé de matériel. Donc en fait, on va multiplier la problématique. Donc petit 1, déjà, on va automatiser tous ces déploiements. On a des outils, parce que là, c'est la parfaite définition du Edge, finalement. C'est un parfait exemple. Donc on a un outil qui s'appelle Native Edge, qui va avoir pour objet de venir automatiser le déploiement, automatiser le maintien en condition opérationnelle, automatiser le pilotage centralisé de ces différents sites, mais surtout en termes de sécurité. Donc évidemment, on va pouvoir sécuriser les données, il va falloir protéger ces données d'une manière traditionnelle qu'on connaît tous aujourd'hui avec les systèmes de PRA, PCA, etc. Il y a une protection supplémentaire contre le risque cyber. Ce n'est pas les mêmes outils que l'on met en place pour protéger contre un PRA, un PCA ou, j'en sais rien, un serveur va tomber en panne, un disque va tomber en panne, ça doit être un non-événement. Par contre, évidemment, si l'ensemble de mon système d'information est encrypté ou attaqué, là, on parle plus des mêmes outils. Donc, il y a des outils complémentaires, mais surtout, la partie la plus importante de mon point de vue, par rapport à ce risque-là, c'est la validation en intégrité. C'est-à-dire, la machine elle est équipée de multiples capteurs qui vont détecter si elle est ouverte et si, par exemple, un composant électronique malsain ou pas, différent de la liste initiale, a été introduit dans la machine. Et dans ce cas-là, la machine ne va pas démarrer, pour éviter évidemment de propager cette problématique à l'ensemble du site. C'est pour moi là le meilleur moyen de venir sécuriser dans les cas très précis de ces déploiements dans des temps très courts de sites multiples sur lesquels évidemment sur chaque site je ne vais pas avoir les compétences IT dont je dispose en centrale. Donc là, si la machine détecte qu'elle a un problème d'intégrité, elle ne démarre pas, il y a une alerte et on peut escalader. On a parlé de la gouvernance, on a parlé ici de l'infrastructure, et au-delà de tout ça, il y a vraiment les plateformes
Et de ton côté, avec NVIDIA, Nicolas? Effectivement, côté NVIDIA, on va venir s'intéresser à la sécurité du software et de l'applicatif qui va venir par-dessus ces infrastructures. Comme tu disais, il y a des règles de sécurité qui ne changent pas avec l'IA. Je déploie une application en production. Il faut que ce soit sur un software stack en lequel j'ai confiance, qui soit supporté par un éditeur, etc. Donc c'est un des problèmes auxquels on s'attaque. C'est un des problèmes qui aujourd'hui ralentit beaucoup de projets IA. C'est que n'importe quel projet d'IA, c'est assez souvent un empilement de librairies, frameworks, etc., qui sont pour beaucoup open source et qui peuvent venir de sources multiples. Quand je suis administrateur IT, me dire que je veux aller sur un forum pour fixer un bug ou patcher une CVE, ça peut être un problème. Donc côté NVIDIA, on a une solution qui s'appelle NVIDIA AI Enterprise, où on va offrir du support enterprise, un stack supporté complètement, y compris sur les librairies open source, mais qui va vous permettre, sur l'IA générative ou sur tout autre type d'IA, computer vision, cybersécurité, on en parlait, etc., d'avoir un éditeur vers lequel vous tournez pour fixer les problèmes, pour avoir la garantie que les patchs de sécurité seront appliqués dans les temps, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, j'ai confiance aussi dans ce stack software quand je pars en production, pour le fait que non seulement j'ai des stacks qui sont compatibles avec le meilleur niveau de performance, mais aussi dans lequel j'ai confiance sur la sécurité. Donc ça, c'est un des premiers points qu'on adresse. C'est effectivement assez traditionnel, mais avoir confiance dans son stack IA, y compris sur ces sujets qui évoluent extrêmement vite, c'est important. Le deuxième point qu'on va adresser, c'est plutôt dans l'usage de l'IA. Quand vous lancez un modèle de langage ou un chatbot, il va aller souvent se connecter à vos données d'entreprise. Vous n'avez pas forcément envie qu'il donne la même réponse à votre analyse financière en interne que à votre site web de support. Il peut expliquer comment marche votre produit. Vous n'avez pas forcément envie qu'il donne combien chaque pièce individuellement a coûté. Donc on a une solution au sein du stack de la même solution software NVIDIA AI Enterprise qui s'appelle Nemo Guardrails, qui va fixer des limites à un LLM en disant, en fonction du profil de l'utilisateur, voilà ce que tu as le droit de dire, de ne pas dire, etc. Et éviter les débordements. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Il y a l'IA, protéger la production et protéger son IT des attaques, etc. Et avoir un stack software à confiance. Et puis le protéger dans l'usage et fixer les bonnes limites à son chatbot. Intéressant. Je note que lorsque tu es en fait au sein d'un même contexte, une entreprise, tu peux avoir en fait une segmentation. Bien. Et quand on est une société de services comme Monaco Digital, comment, Ashley, toi et tes équipes, Christopher, en fait, tu viens aussi vraiment ces enjeux de sécurité-là, tu les adresses? Ok, côté Monaco, Digital Monaco Cybersécurité, si on prend l'exemple du côté audit, là on voit bien que le AI Act qui vient d'arriver, on voit bien qu'il y a la nouvelle norme ou standard ISO 42001 qui est un framework pour la mise en place des environnements AI sécurisés. On sait que l'ANSSI ils ont aussi des recommandations pour sécuriser ces environnements. Donc tous ces frameworks, ces standards, ces réglementations, ça nous permet d'aligner de nouvelles frameworks d'audit afin de déterminer la maturité ou le niveau de sécurité de ces environnements. Ensuite de ça, côté test d'intrusion, mais on en parle beaucoup dans le monde de l'AI, c'est le red teaming. Donc nous, on a perfectionné notre équipe ou notre service de red teaming qui va au-delà que de tester la confidentialité des informations, mais il y a un focus sur l'intégrité des informations. Parce que comme on l'a dit, l'importance de donner entrée dans des modèles, dans les résultats de qualité en sortie. Donc on a des tests d'intrusion là-dessus qui sont beaucoup plus performants, qu'on appelle dans le monde de AI, c'est du red teaming. D'accord ? Côté conseil, les systèmes, c'est Security by Design. Donc, toutes les équipes ils sont formées pour assister les entreprises à démarrer dès le premier jour à intégrer ces nouvelles solutions d'une manière sécurisée. Et bien sûr, côté SOC et CERT, là, c'est précision de détection et rapidité des réponses aux incidents. Voilà. Excellent. On va passer là dans la dernière partie de cette table ronde. On a pu évoquer différentes choses. On imagine que vous-même, demain, vous voulez lancer un projet IA. D'ailleurs, au contraire, il y a un peu une société X qui vient vous voir. Je veux faire de l'IA. Donc là, la question va être collective. Comment ça va se passer? Je vais commencer par toi, Vincent. J'ai envie de faire vraiment de l'IA. Je n'y connais pas du tout. Comment ça se passe de la proof of value, proof of concept, pilot? Comment tu viens un peu
déterminer ça, et surtout les cas d'usage avec les métiers, comment on teste, comment on essaie de passer à la mise à l'échelle. Vraiment, je n'y connais rien, j'ai envie de faire de l'IA. Tu vois, j'ai entendu parler de ça partout, c'est vraiment le buzzword. Je veux faire de l'IA dans mon entreprise. Alors la première chose que je vais te dire, c'est ne faisons pas de l'IA. Ok, donc j'aime bien, il a fallu attendre ce moment de la table ronde pour dire que finalement, l'IA, on oublie. Nuançons mon propos. Ne faisons pas de l'IA pour faire de l'IA, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Regardons effectivement le cas d'usage. Et ce qu'on fait avec nos clients et avec des acteurs tels que Monaco Digital, c'est d'échanger avec vous sur vos besoins, vos approches en termes d'augmentation de la productivité, d'augmentation de l'expérience client, d'augmentation de l'expérience employée, des approches autour potentiellement de la modernisation applicative sur lequel l'IA générative peut amener des gains significatifs. Et on construit de manière itérative ce cas d'usage par déjà des proof of value ou MVP, j'aime bien le minimum viable project ou product. On valide le cas d'usage, et quand je dis on valide le cas d'usage en exploitant de l'intelligence artificielle, c'est valider le business case, c'est est-ce que c'est pertinent d'essayer de résoudre ce problème-là? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on utilise la bonne technologie? Il y a plusieurs IA. Alors, on parle beaucoup d'IA génératif, mais aujourd'hui, les projets à base de technologie d'intelligence artificielle, c'est une partie d'IA générative et encore beaucoup de machine learning traditionnel. Parce que dès qu'on veut faire de la prédiction, ce n'est pas du modèle de fondation, ce n'est pas de l'IA générative, c'est de l'IA traditionnelle. Donc, on valide ce deuxième aspect. On valide aussi la capacité pour vos équipes à implémenter et à faire sien cette technologie-là, parce que la conviction qu'on en a, c'est que on ne peut pas considérer que résumer une stratégie d'intelligence artificielle pour une entreprise, c'est j'appelle une API chez un cloud provider dans une boîte noire. Non, c'est comprendre la technologie, infuser vos propres données, infuser vos propres processus métiers dans cette technologie, la maîtriser pour pouvoir passer à l'échelle. Et ça, c'est le dernier élément qu'on veut valider dans cette première phase d'expérimentation, c'est pas juste on se fait plaisir, on a effectivement écouté le buzz et on utilise de l'IA, c'est demain ça passera en production, ça passera à l'échelle sur le volume de données, sur le volume d'usage, et c'est ça qu'on veut valider. Et on veut le valider sur une période très courte. Globalement, lorsque l'on en fait avec les clients, on en a un en cours qu'on vient de finaliser avec Monaco Digital, c'est quelques semaines. Le temps qu'on se fixe, c'est souvent 4 semaines. On imagine le cas d'usage et on en implémente une V0 dans un périmètre restreint pour amener ces validations-là. Un peu dans une approche fail fast, je vois ce que ça donne, j'investis un peu, et après je passe à l'échelle. Mais toujours dans l'optique de demain je passerai à l'échelle, et pas juste j'ai expérimenté, je passe à autre chose. Merci. Est-ce que tu es aussi, de ton côté Sébastien, chez Dell, sur les mêmes temps, 4 semaines pour un projet, et il me semble aussi que là, il y a un mois de ça, il y a eu le Dell World, il y a eu certaines annonces. J'aimerais bien aussi que tu nous en parles un tout petit peu. Oui, alors on est évidemment complètement en phase sur la méthodologie, sur les délais, et ça commence, toujours par... Donc on retient 4 semaines en moyenne pour... Et ça commence toujours par valider effectivement le besoin, quelles sont les attentes. Nous, on appelle ça un IA Accelerator Workshop. On pose l'ensemble des têtes pensantes de l'entreprise, des métiers de l'entreprise, pour comprendre quels sont les cas d'usage. On a évidemment pris depuis le début de la table ronde en exemple un chatbot, c'est-à-dire un assistant au sein de la même entreprise. Je vais avoir plusieurs besoins d'assistants. Je vais avoir un assistant pour l'interne, je vais avoir un assistant peut-être pour les utilisateurs externes, etc. Donc c'est un très bon cas d'usage parce que, il existe dans toutes les entreprises, et 2, il est multiple. Donc ça, c'est évidemment, je partage ces étapes. Tu parlais du Dell Technology World. On a annoncé le AI Factory de Dell, qui est finalement la suite des premières annonces qu'on avait fait avec NVIDIA l'année dernière, qui est un moyen pour Dell d'aider nos clients, à accélérer leurs projets, effectivement, finir par arriver avec des prototypes et des choses qui permettent de valider les acquis dans les délais qu'on vient d'évoquer. 2, à dérisquer le projet. Et comment on va dérisquer? Eh bien, on va s'appuyer sur des best practices, des white papers qui sont écrits sur les cas d'usage les plus courants. Et évidemment, le bot dont on parle est un des cas d'usage les plus courants. Et puis, il y a un acteur qui a fait son entrée fracassante, un acteur au départ fondé par des Français qui s'appelle Hugging Face.
Hugging Face, c'est quoi? C'est un immense référentiel dans lequel je vais justement pouvoir venir chercher ces différentes librairies dans leur immense majorité open source et je vais pouvoir les assembler. Si on prend sur un chatbot, par exemple, il doit y avoir une vingtaine de chatbots différents disponibles sur Hugging Face que je vais pouvoir assembler avec peut-être une cinquantaine ou une centaine de LLM différentes, etc. Donc Hugging Face est devenu extrêmement populaire en très peu de temps. Aujourd'hui, ils sont valorisés entre 4,5 et 5 milliards de dollars. Pour une petite start-up montée par des Français, c'est plutôt pas mal. Et on a annoncé un partenariat avec Hugging Face pour aller un cran plus loin, c'est-à-dire vous allez pouvoir, chacun d'entre vous, aller chercher ces différentes bibliothèques. Vous allez, sur Hugging Face, trouver le référentiel matériel qui va être sizé automatiquement et qui va vous permettre donc de disposer de l'enveloppe matérielle infrastructure pour faire tourner ce que vous venez d'acquérir. Il faut surtout pas oublier, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose de très important, c'est une fois que j'ai ça, j'ai un référentiel, j'ai quelque chose qui fonctionne, mais qui est généraliste. Il va falloir venir infuser les données de vos entreprises, et c'est là où on va aussi s'appuyer sur le savoir-faire de nos partenaires et de l'écosystème, donc en clair aujourd'hui de Monaco Digital, pour pouvoir vous aider à venir alimenter ce référentiel, on va dire généraliste, avec les données de vos entreprises, au départ dans une phase pilote, donc dans un environnement restreint qui va permettre de valider, c'est le fameux MVP, le Minimum Viable Product, dont on parlait tout à l'heure, et puis après, effectivement, on va aller dans les phases de montée, de validation et de montée à l'échelle. Bien, et Nicolas, comment tu vas pouvoir accélérer vraiment cette adoption-là au sein des entreprises? Forcément, quand je parle de toi, je parle de NVIDIA. Ouais. Oui, si vous comptez juste sur moi, certains l'ont eu. Merci. Ça va être compliqué, mais effectivement, je suis complètement en phase avec tout ce qui a été dit. Effectivement, avant tout, il faut savoir ce qu'on veut faire, faire les bons choix entre les différentes possibilités ouvertes par l'IA. Le deuxième conseil, c'est ne pas réinventer la roue. Ce qui va faire le succès derrière, une fois qu'on a fait les bons choix d'applicatifs en fonction de son métier, etc., c'est la capacité à passer en production à l'échelle. On a largement parlé de la sécurité et de l'importance que ça a. La deuxième question, c'est la performance. Il y a énormément de façons de construire un chatbot, d'utiliser, de combiner les LLM, etc. Il y a énormément de façons de les paramétrer. Et c'est ce qui va, à un moment, en fonction de comment c'est fait, on va pouvoir mettre 10 utilisateurs par serveur ou 100 utilisateurs par serveur. Et forcément, l'équation économique n'est pas la même. Et donc, c'est un des problèmes qu'on essaie de résoudre pour nos clients chez NVIDIA, en mettant à disposition des conteneurs prépackagés sous forme de microservices, déployables sur les clouds, sur les serveurs de nos partenaires, qui va être préoptimisé. Dans un seul container, on va avoir toutes les librairies, tous les bons paramètres, un serveur d'inférence et un modèle parmi un large choix des plus courants du marché. Et donc on passe de je veux passer en production sur l'IA, j'ai besoin d'experts IA qui va savoir paramétrer tout le stack, les bons poids, les bons trucs, à j'ai besoin de quelqu'un qui sait déployer un container. Parce que toute l'optimisation a été faite par NVIDIA. Et donc, ça s'appelle des NIM, NVIDIA Inference Microservices. Donc, c'est vraiment un plus pour aller raccourcir ce temps de mise en production et avoir un coût par utilisateur qui est drastiquement en baisse. La transition est parfaite pour le docteur Pachon. Aujourd'hui, quand même, on a parlé de tous ces sujets-là, de tous ces métiers, mais comment on forme aussi bien aujourd'hui cette jeune génération et surtout pour les métiers du futur? Il me semble quand même que d'ici 2030, il y a pas mal de nos métiers, aussi bien dans la cybersécurité, mais aussi dans l'intelligence artificielle qui n'existe pas encore. Comment au sein de l'école Hexagone, Dr Pachon, voilà, vous commencez à les former, vous commencez un peu à être visionnaire sur les futurs métiers? Oui, alors nous, on a un peu plus de temps, on a 2 ans. On a un Master 1, Master 2, donc on forme nos ingénieurs et on reprend toute la chaîne, c'est-à-dire que le premier élément, c'est l'analogie, puisque c'est le monde qui nous entoure, c'est évidemment les éléments, et on va décomposer cette chaîne-là sur la création. Voilà, on n'est pas, nous, des consommateurs d'IA, on est des créateurs d'IA. Et c'est vrai qu'on va réapprendre les modèles, les différents systèmes. On parlait tout à l'heure des machine learning, des systèmes experts, pour pouvoir faire les bons choix. Et ensuite, grâce à l'analogie, on va pouvoir faire tous nos filtres pour pouvoir donner de la bonne donnée. Donc on va plutôt se baser sur des métiers aujourd'hui qui sont les data scientists, les architectes, développeurs, machine learning, deep learning. Et c'est vrai qu'une fois que l'on a ça, on va falloir commencer à faire du déploiement.
donc du déploiement, avec les partenaires ici également professionnels qui vont apporter et alimenter toute la partie séminaire qui va être aussi utile à une formation en disant, voilà, moi j'ai du potentiel à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et comment je vais l'utiliser. Donc on aura un subtil mélange entre de la pédagogie un peu traditionnelle parce qu'on a les modèles et on sait comment on construit, et puis toute la partie professionnelle parce qu'il faut aussi sortir des étudiants qui sont aptes et efficaces à pouvoir aussi traduire directement ces nouvelles IA. Et c'est la raison pour laquelle nous, on est souvent aussi avec ce qu'on appelle de l'expérience professionnelle, et on va décomposer nos semaines de travaux avec des jours académiques, 2 à 3 jours par semaine, et des jours d'entreprise, directement en entreprise de 2 à 3 jours, qui va permettre d'avoir ce lien entre la théorie et puis les différents modèles de pratique, et ça donne un peu de l'expérience pour pouvoir après faire le tri et faire les bons choix, apporter les bons tris au niveau du domaine. Merci beaucoup. J'ai encore combien de temps? Là, on a un tout petit peu débordé, mais j'ai tenté tant que peut se faire. Très bien. Avant vraiment d'avoir le mot de la fin, d'avoir un peu un récapitulatif quand même sur cette table ronde, j'aimerais bien qu'on prenne 2 questions dans la salle. Si certains d'entre vous ont des questions, ont des ajouts, des remarques, c'est maintenant ou jamais. On va te filer un micro. Ah bah il marche pas. Okay. Ah bah non, c'est bon. Il y a Éléonore qui arrive. Bonjour. Au niveau de l'IA dans l'entreprise où je suis, on consomme de l'IA et on a décidé de tout bloquer. Donc on a décidé de tout bloquer parce qu'on a à peu près 15% de l'entreprise au quotidien qui est sur des outils d'IA. Ça va de ChatGPT jusqu'à des trucs un petit peu plus bizarres pour nous protéger, pour éviter tout ce qui est vol de données et fuite de données de l'entreprise. Donc on l'a mis dans nos PSSI, dans nos règles, etc. On bloque tout. Mais bon, on n'est pas à côté de trucs qu'on pourrait rater, des choses comme ça. Donc dans les entreprises que vous avez vues, est-ce que c'est la même chose ou pas? J'aimerais bien écouter. Ah bah Sébastien, là, il est chaud. Donnez-moi un micro. Alors, bloqué, oui. Mais oui, mais non. Parce que et ouais, oui, c'est Mylène Farmer. Non, mais bloqué. Alors, on est tous, et je me place moi toujours comme étant le pire de tous les utilisateurs. D'accord. Donc moi, si je suis chez vous, vous me bloquez l'accès à ChatGPT de mon PC, et c'est le cas chez Dell d'ailleurs. Chez Dell, on me bloque l'accès à ChatGPT. Le premier réflexe que j'ai, je mets la main dans ma poche, je sors mon téléphone et je vais sur ChatGPT avec mon téléphone. Et en fait, le but recherché, vous l'avez dit, quand vous bloquez, c'est d'éviter qu'on fasse de l'inférence avec les informations de l'entreprise, c'est-à-dire que la question qui va être posée, qui va contenir des données de l'entreprise, vienne alimenter ChatGPT. Donc si vous bloquez l'utilisateur et que vous ne lui proposez pas d'alternative, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire exactement ce que vous ne voulez pas qu'il fasse, puisqu'il va le faire depuis son téléphone. Donc, bloquer, oui, à 2 conditions. Première condition, proposer une alternative. Qu'est-ce qui se passe chez Dell? Si j'essaye d'aller chez ChatGPT, j'ai un super banner qui va me dire non, on a bloqué, on m'explique pourquoi, on fait un peu de pédagogie au passage, et on me dit, voilà, du coup, utilise cette instance de copilote, parce que cette instance de copilote qui est gérée par Dell fonctionne dans un environnement qui est protégé. Donc, elle va éviter finalement qu'on vienne faire de l'inférence. Donc, bloquer, oui, mais proposer une alternative. Et profitez-en pour faire de la pédagogie et expliquer. On a une chance inouïe au sein des entreprises, c'est que cette formation / information / pédagogie, elle est déjà en place, normalement, j'espère, chez chacun d'entre vous, sur des aspects sécurité, cybersécurité. Normalement, vous avez dispensé de la formation, vous faites du phishing, etc., des tentatives pour valider. Donc en fait, vos utilisateurs internes sont déjà accommodés à cette pédagogie smooth, voire avec un peu de gaming dedans, puisque c'est clairement comme ça qu'on y arrive. Donc, si je résume, interdire, oui, à l'unique condition, 1, de proposer une alternative, parce que sinon, c'est juste l'effet inverse, 2, d'en profiter pour faire de la pédagogie. Pour l'instant,
il y a très peu alors corrigez-moi, hein, mais il y a très peu d'IA, notamment générative, réellement en place au sein des entreprises. Donc quand elle sera en place, il sera temps de former, et on formera à l'utilisation de ces outils d'entreprise. En attendant, eh bien, profitons-en pour faire de la pédagogie, de l'information, en s'appuyant et en surfant sur ce qui a déjà été initialisé dans le monde et dans le domaine de la sécurité et de la cyber. La question était pertinente, mais on me dit que j'ai plus de temps. Hélas. Allez, ok, j'ai eu une main de Bruno, donc c'est-à-dire que je peux prendre une dernière question. Bon, en même temps, on n'a pas commencé à l'heure, donc une toute dernière. Ok, go alors, une toute dernière, parce que on commence à entrer dans des choses de plus en plus intéressantes. Un autre retour, question. Allez, il y a un euro élu. Bonjour. Petite question. L'IA va être intégrée aujourd'hui dans la vidéosurveillance pour les Jeux Olympiques. Ça suscite forcément des questions sur ce contrôle de masse à la volée, des libertés individuelles et de la vie privée. Je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau éthique ou individuel, beaucoup de données sont déjà vendues. Hein. Donc ça va être un grand challenge. Mais c'est vrai que si aujourd'hui vous faites une manipulation au niveau de vos téléphones ou ordinateurs, on connaît de votre vie entre 3000 et 5000 informations à la seconde. Donc c'est vrai que là, ça va être la protection des données, la protection de la vie privée, la protection de la donnée. Et on va décrire la donnée sous 3 aspects. La donnée publique, la donnée sensible et la donnée critique. Et c'est vrai qu'il va falloir peut-être à un moment donné se poser sur toutes les captations des données qu'on a eues jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire et où elle est traitée. Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément de machine ou de calculateur qui traite toute la donnée qui est récupérée. C'est peut-être, on a un temps d'avance finalement aujourd'hui, grâce au fait qu'on n'a pas ça, mais très vite, quand on aura les calculateurs, toute la donnée qui est disponible va être utilisée et donc peut-être manipulée. Et c'est vrai qu'il faut la protéger et ça reste encore le cœur que l'on a. C'est vrai qu'il y a des études où il y a des travaux qui se mènent sur les fake news, les deepfakes, les différents éléments, parce que là aussi, même si aujourd'hui on a de la caméra surveillance, aussi de la fabrication humaine et de cette donnée analogique, elle est faite, elle est fabriquée. Donc je dirais que ce n'est même pas la captation de données qui nous fait peur. Ce qui fait peur, c'est que la donnée est déjà existante. Donc, il va falloir peut-être aussi protéger ces données. Merci pour la question et encore plus pour la réponse. Les questions, on les prendra par la suite. Si je devais faire un petit récapitulatif quand même de cette table ronde, on a vu plusieurs choses. La gouvernance, extrêmement important. Aujourd'hui, on ne peut pas faire d'IA si on n'a pas vraiment une politique de gouvernance et encore plus de la confiance au sein même de l'entité. Pour reprendre un peu par la fin, excellente question, et surtout réponse de Sébastien. Bloqué, oui, mais sans alternative, ça ne sert absolument à rien parce qu'on ne peut plus absolument capter, maîtriser ce qu'on va faire un peu nos utilisateurs, et surtout avec ces risques un peu d'inférence. Autre point aussi, même quand on ne fait pas de l'IA, on peut y aller, mais est-ce qu'on fait de l'IA pour faire de l'IA parce que c'est un buzzword? Non. Je reviens un peu sur ce que disait pour le coup Vincent. Autre point aussi à retenir, c'est en moyenne 4 semaines si vous devez vous lancer dans de l'IA pour commencer à voir est-ce que ça va être pertinent. La formation, la montée en compétences ne reste pas aussi en reste, aussi bien pour former les futures générations, mais au sein même de l'entreprise. Et bien entendu, du côté un peu sécurité, aujourd'hui aussi, comme le disait Ashley, on a des équipes qui vont pouvoir aussi venir tester, venir voir est-ce que la manière dont les IA ont été mis en place sont conformes avec, une fois de plus, notre politique. J'ai appris beaucoup de choses, je suis toujours frustré sur ce type un peu de table ronde parce qu'il y a tellement de points à aborder, mais en préparant ça, on a quand même essayé de venir toucher à la fois plusieurs points, mais qui puissent être à la fois très concrets pour vous donner différentes pistes. Et donc pour terminer cette table ronde, je vais vous demander chacun soit un mot, soit une phrase. Il va falloir être synthétique.
À vous, messieurs. On va commencer par toi, Ashley. C'est bon. Ok, commencer, on va entrer rapidement dans la 4e génération révolution industrielle. Donc, très important le mot, c'est former. Former vos employés parce que leur course a commencé. C'est aussi un peu en lien avec la question de monsieur, c'est mettez-vous-y maintenant. C'est une vraie transformation dans les organisations et plus vous vous y mettez tôt, plus vos équipes et vous-même prendrez en main ce type de technologie et la maîtriserez pour éviter tous les côtés négatifs potentiels de l'usage. Moi, je dirais qu'il faut toujours avoir conscience du résultat et comprendre le résultat généré et utilisé. Donc, encore une fois, il faut de la formation pour savoir aussi lire la donnée qui est utilisée et faite. Alors, aujourd'hui, à la différence des JO, le dopage est autorisé pour l'IA. Donc, on a effectivement, l'IA est rendue possible par l'informatique accélérée, donc l'accélération hardware, mais aussi tout le logiciel qui vient par-dessus. Donc, l'important, c'est de ne pas le faire n'importe comment. Ne réinventez pas la roue. Il y a beaucoup de solutions qui existent, déjà optimisées, qui vous permettent d'avoir des résultats plus rapidement avec des meilleures performances. Donc, utilisez ce qu'il y a pour atteindre les objectifs métiers que vous vous êtes fixés. Incroyable de voir à quel point on est en phase. Quel hasard. Un mot, je dirais confiance. Allez-y, ayez confiance. Les solutions existent, et notamment les solutions open source. Il y a encore beaucoup de craintes par rapport à l'open source. Toutes les études, notamment dans le cadre de l'IA ou de la sécurité, montrent que les solutions les plus sécures sont les solutions open source, parce qu'elles sont par définition ouvertes et que la communauté s'en occupe. Donc, ayez confiance. Je ne vais pas vous faire cas dans le livre de la jungle. Ayez confiance et allez-y, démarrez vos projets en vous faisant bien conseiller et démarrez maintenant. J'aimerais vraiment qu'on les applaudisse et surtout, on peut les applaudir, bravo.